Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien parce que ce soir c'est la 4e partie de la formation Algo Trading en MQL5 et je sais pas pourquoi je parle comme un présentateur télé, je suis pas Julien Lepers, on va juste faire des lignes de code. Si tu me connais pas encore, effectivement je présente pas question pour un champion, hein. Je sais on pourrait confondre mais je te jure c'est pas moi. Moi c'est Brieux, je suis trader et sur ma chaîne YouTube je te parle d'analyse fondamentale et de trading algorithmique et là c'est ce qu'on va faire, on va continuer de coder ma stratégie que je te partage sur YouTube. Donc on se retrouve là où on s'était laissé, c'est-à-dire à la fin de la fonction pour calculer les angles du TDI et aujourd'hui on va coder le signal de la stratégie. Ça y est, enfin on va prendre des trades, on va coder les conditions pour ouvrir un trade. Donc on va passer quelques lignes et on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler check trade signal et notre paramètre à l'intérieur ce sera une variable booléenne pour avoir soit vrai soit faux et on va l'appeler direction pour savoir si on prend une vente ou un achat. Alors dans cette vidéo, je vais passer plus de temps pour expliquer vraiment ce que je vais faire en détail, parce que j'ai vu vos retours. D'ailleurs, merci les gars pour vos retours positifs sur la formation, ça me fait super plaisir, et en plus, je suis super content de voir autant de personnes motivées pour progresser en trading, ça c'est très beau. Mais j'ai aussi eu quelques retours qui me disent que j'allais un petit peu vite, pour expliquer que parfois c'était un petit peu dur à saisir pour un débutant. Donc j'ai bien entendu et je vais ralentir. Je vais ralentir pour que tu puisses bien comprendre tout ce que je vais faire. C'est toujours assez difficile d'être pédagogue parce que je sais pas forcément qu'est-ce qui est difficile à saisir, qu'est-ce qui est difficile à comprendre. Donc si j'explique tout, au moins comme ça, il n'y aura pas de problème, tout le monde comprendra bien. Donc on va faire un petit en-tête et on va expliquer ce qu'elle va faire cette fonction. Donc elle va nous retourner 1 si un signal est détecté et sinon 0. C'est comme ça que ça va fonctionner, c'est une fonction booléenne, donc soit faux soit vrai. Donc soit 1 vrai, soit 0 faux, c'est exactement pareil, hein. Si tu préfères, tu peux écrire faux et vrai, pour que ce soit plus explicite, d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Moi j'ai plutôt l'habitude de raisonner avec 0 et 1, parce que dans le futur, quand tu feras d'autres fonctions, tes signaux ne seront pas forcément binaires, ce ne sera pas forcément 0-1, ça pourrait être un intervalle. Par exemple, tu pourras avoir un plus ou moins fort signal, donc c'est pas forcément bien d'utiliser des variables booléennes, c'est pour ça que moi, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais là, ce sera un signal binaire, on aura soit faux, pas de signal, soit vrai, un signal. Donc on utilise une variable booléenne, c'est ce qui fait le plus de sens. Et ce paramètre-là, c'est aussi une variable booléenne, c'est un paramètre booléen, soit faux, soit vrai, et ce sera la direction. Donc si c'est faux, ce sera un achat, si c'est vrai, ce sera une vente. Donc je vais l'écrire ici, ce sera 0 égale buy, un achat, 1 égale vente. C'est la logique dans MQL5, c'est comme ça. Et à l'intérieur, là, ça va être complexe, parce qu'à la fin, il faudra effectivement qu'on soit return false, soit return true, soit return un signal, mais toute la logique de calcul, elle va être un petit peu complexe. Donc accroche-toi, mais t'inquiète, je vais tout expliquer. Donc premièrement, on va créer des matrices booléennes pour vérifier si on a des signaux, si on a des conditions sur chaque time frame. Donc on va stocker 5 signaux, soit faux, soit vrai, dans une seule matrice. Et on aura 3 matrices, donc en tout 15 signaux, enfin 15 conditions à respecter. On va faire bool cross condition, et bien sûr le but après, ce ne sera pas d'utiliser les 15, non, ce sera de choisir lesquels on veut utiliser. Donc ensuite on va mettre trend condition, on ouvre les crochets et on met 5 à l'intérieur pour définir qu'on veut une matrice de taille 5, une matrice unidimensionnelle de 5 tailles, et ensuite on va mettre condition pour l'angle, on va devoir les sommer, on va devoir les additionner. Donc là ça va, les mathématiques c'est que des additions, ça devrait pas être trop compliqué pour toi je pense. On va créer 3 variables qui seront le stockage de ces sommes, qu'on va mettre du coup cross condition sum, et on va l'initialiser en mettant 0. Et ensuite, au fur et à mesure de la fonction, ils prendront des variables bien sûr, ils prendront la somme. Mais là, pour le début, on va juste faire ça comme ça. On va faire sum égale 0. Et l'idée, c'est que pour avoir un signal, il faudra qu'on compare les conditions avec les checks, avec les variables d'entrée qu'on veut checker, qu'on souhaite checker. Par exemple, si on veut avoir une seule condition de croisement, sur la time frame 4 heures, pourquoi pas, et 2 conditions de tendance sur 4 heures et daily, et 5 conditions d'angle sur toutes les time frames. Eh bien on aura 5 plus 2 plus 1, il faudra qu'on ait 8 conditions et 8 checks, 8 vérifications. Et s'il y a le même nombre dans les 6 matrices, du coup, puisqu'on va créer 3 autres matrices, eh bien on aura un signal. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de les sommer. Donc la deuxième paire de matrices, enfin le trio de matrices qu'on va créer, ce sera aussi des matrices booléennes, mais
qui seront de type double. Alors oui, c'est booléen, mais double. Pourquoi? Parce que justement, quand on va les sommer, il faudra que ce soit des types double. Mais on va stocker des variables 0 ou 1. Là, ce sera le check ici, ce sera la vérification. On va directement la définir, celle-ci, en ouvrant les accolades, et en allant chercher la timeframe 0-du-bas cross, le croisement. Et on va copier, et on va mettre nos 5. Donc si tu te rappelles bien, ces variables d'entrée-là, timeframe 0 cross, ce sont des variables booléennes. Donc effectivement, ce sera soit 0, soit 1. D'où l'intérêt de les sommer, parce que si on ne veut pas checker, ça sera égal à 0. Si on veut checker, ce sera égal à 1. Donc si on fait la somme de la matrice, eh bien on aura par exemple 2 si on veut avoir 2 checks. Si 2 variables booléennes sont cochées vraies, on aura une somme de la matrice égale à 2. Donc c'est logique, enfin c'est ce qu'on veut quoi. Là je mets juste les bonnes timeframes, il faut qu'on ait les 5, donc de 0 à 4. Et ensuite on va copier-coller et on va créer pour les deux autres. Donc ce sera la tendance et ensuite ce sera l'angle. Et on va utiliser CTRL F, la petite technique que je t'avais montrée dans la vidéo précédente. On va faire cross et on va faire trend, on va remplacer. Et donc là tu vois que notre cross ici, on va la remplacer en majuscule. On va faire trend, on va remplacer 5 fois. Et quand on passe ici, on va remplacer par angle, on remplace, et là on met en majuscule, on remplace, et tout est bien, qui fonctionne bien. Donc on va finir nos lignes ici, avec les points-virgules, et ensuite on va les sommer. On va les sommer directement, là on n'aura pas besoin de faire 0 comme ça, on pourra directement utiliser la commande mass sum, parce qu'on a déjà défini les variables, enfin on a déjà défini les matrices. Donc c'est ce qu'on va faire, on va créer une variable int qui sera cross check sum et elle sera égale à mass sum de notre array de cross check. On va faire pareil pour les autres, donc je vais copier-coller. Ce sera la même chose, hein, tout simplement. On va faire ça comme ça. Et là, on remplace cross par trend. Et ensuite, on remplace ici par angle. Pareil ici, ce sera angle check. Et en haut, trend check. Alors, on va compiler pour voir si tout va bien, pour voir si c'est toujours bien. Tu vois, là, on a quelques erreurs. Toujours bien de compiler pour savoir ce qui se passe. Donc là, c'est que j'ai oublié dans la vidéo sur les inputs de créer ceci, de créer les timeframe angle. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va copier-coller tout ça, ce sera rapide, et on va remplacer par angle. Hop, avec la même technique, comme d'habitude, tu fais CTRL F, tu fais remplacer, comme ça tout est bien. On retourne dans notre fonction, maintenant que tu vois, celles-ci, elles sont en rouge, donc c'est qu'elles sont bien définies. Et on en avait d'autres. Alors, ça, c'est pas des erreurs, ça là. C'est des avertissements. Des avertissements, c'est quelque chose où tu peux compiler ton algo. Là, le fichier est compilé, le document est compilé, il peut être lancé sur les marchés, tu peux carrément le mettre, sauf que tu as un avertissement, il pourrait se passer quelque chose de mauvais. C'est pas une erreur, mais tu vois que là, il y a marqué « Possible loss of data due to type conversion from double to int ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça convertit une variable double, parce que là, massSum, c'est une variable double, en une variable int, qu'on a définie ici comme un nombre entier. Alors, pour éviter ça, il faut qu'on le force à être un nombre entier. Et ça va dire à l'algo qu'on veut que ça, ce soit un nombre entier. Alors, si tu fais des sommes de nombres qui ne sont pas entiers, bah, tu auras aussi un problème, parce que du coup, tu forces une normalisation, tu forces à convertir un nombre à virgule en nombre entier, donc ça peut créer d'autres problèmes, mais là, c'est pas le cas, parce qu'on additionne que des 0 et des 1, donc c'est nécessairement des nombres entiers. Donc là, on peut se permettre de forcer le type avec, entre parenthèses, int. Et tu vois que maintenant, on n'a plus d'erreur. Je récapitule rapidement. On a créé des matrices unidimensionnelles avec 5 valeurs à l'intérieur pour avoir nos conditions sur le croisement, la tendance et l'angle. On a initialisé, on a déclaré nos variables pour les additionner. Et là, on a fait pareil, sauf qu'on retrouve les variables d'entrée, nos paramètres, et on les somme directement. Donc ça, là, techniquement, ça, c'est déjà fini. Et ensuite, la somme, il faudra qu'on le fasse dans les boucles. Parce que là, on passe à des boucles. Ça y est, c'est parti. On va faire des choses un petit peu plus complexes. Si tu comprends pas bien les boucles, t'inquiète pas, je vais passer plus de temps dessus. Parce que c'est ça qui avait eu un peu de mal dans la dernière vidéo. Certains d'entre vous m'avaient demandé par mail comment on faisait des boucles. C'est vrai que c'est pas toujours instinctif, hein, c'est vrai. Pour moi, c'est facile, mais là, je le fais pas pour moi. Je fais pas la vidéo pour moi. Donc, on va prendre plus de temps sur l'explication des boucles. Surtout que là, on va dans vraiment le vif.
on va avoir des matrices multidimensionnelles, on va avoir des matrices à 2 dimensions, on aura des lignes et des colonnes, et du coup on aura une variable i et une variable j, on aura plusieurs boucles intégrées l'une à l'autre. Avant de commencer la boucle, on va coder des variables. On va coder une variable qui sera TDI angle, ce sera une matrice unidimensionnelle celle-là. Mais par contre, les autres elles seront multidimensionnelles. On va faire fast MA pour la moyenne mobile rapide, et là ce sera une variable à 2 dimensions, une matrice à 2 dimensions. Donc c'est comme ça qu'on les déclare, quand on a 2 dimensions. Ça c'est le nombre de lignes, 5 lignes, et ça c'est le nombre de colonnes, 3 colonnes. Et à quoi ça ressemble concrètement une matrice? Parce que ça peut pas toujours être limpide. Une matrice, c'est un élément qui stocke des valeurs dans un endroit, enfin dans une table, dans un tableau en gros, qui ressemble à peu près à ça. Je vais te le faire visuellement. On va faire 0, 0, 0, ensuite 0, 0, 1, pourquoi pas. On peut mettre toutes les valeurs qu'on veut, 1, 2, 3, là ce sera 1, 5, 7, et là ce sera 1, 2, 9, pourquoi pas. Et là on ferme la matrice, et ça c'est exactement ce qu'on vient de définir ici. Notre TDI Fast MA 5.3, c'est ça. Enfin, c'est pas ça parce que du coup là elle serait 0, 0, 0 partout. Ce serait une matrice avec que des zéros. Là, ça voudrait dire qu'on a déjà assigné des valeurs dans notre matrice. En faisant le calcul rapidement, tu as 3 colonnes, 5 lignes, donc tu as 15 valeurs en tout, et ces 15 valeurs sont stockées dans une seule variable. C'est ça l'intérêt, c'est de ne pas avoir 15 variables pour 15 valeurs, c'est d'avoir 15 valeurs dans une seule variable qu'on va pouvoir appeler avec des indices. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Là, 5 et 3, ce seront des indices. Donc par exemple, je vais te donner un exemple rapide. Si on veut appeler l'indice 0, 0. Donc ensuite, c'est ce qu'on fera. C'est ce qu'on fera dans les boucles. Ce 0, 0, c'est ça. C'est celui-là. C'est cette valeur ici. Donc, ce sera égal à 0. Maintenant, si on veut appeler celle-ci, par exemple, le 7, eh bien, il faudra qu'on fasse TDI Fast MA, qu'on mette notre ligne, donc la troisième, parce que vu qu'on en a 5, il faut que je boive de l'eau. Vu qu'on a 5 valeurs, notre quatrième ligne, celle qu'on veut ici, là, pour avoir le 7, ce sera l'indice 3. Pourquoi 3? Parce qu'on commence toujours par l'indice 0. Tu vois que ici, première ligne, première colonne, c'est 0, 0. Donc si on veut la quatrième ligne, il faut qu'on demande l'indice 3. Et naturellement, pareil pour la colonne, si on veut la troisième colonne, il faut qu'on ait l'indice 2. Le 2, c'est le dernier indice d'une matrice à 3 dimensions, enfin à 3 colonnes. Donc là, ce sera égal à 7. Et je pense que tu vois le principe pour tous les autres. En gros, chaque valeur dans notre matrice, elle est représentée par un indice à 2 dimensions et qui va stocker une valeur et qu'on va pouvoir assigner dynamiquement avec les boucles, justement, avec des indices. Et voilà, ce sera facile pour ensuite les comparer. Et typiquement, là, pourquoi on fait 5 et 3? Peut-être, tu as le flair, je pense. 5, c'est pour le time frame, c'est pour avoir nos 5 time frames. Et 3, c'est pour le shift. C'est pour savoir quelle bougie on veut. Est-ce que tu as eu l'instinct? Est-ce que tu t'es dit oui, c'est pour ça qu'on en a 3? Peut-être. Si c'est bien, bravo. Parce que vu qu'on veut faire un croisement, il faut qu'on sache celle d'avant et celle de maintenant. La donnée de la bougie précédente et la donnée de la bougie de maintenant. Ou alors, si on veut un shift de 1, il faut la bougie I-2, la bougie d'il y a 2 bougies, et la bougie d'il y a une bougie, I-1. Donc c'est pour ça qu'en tout, il nous faut 3 valeurs. Celle de I maintenant, I-1, I-2. Bon, voilà, je pense que c'est pas trop compliqué ça encore. On va continuer, on va supprimer tout ça. Et là, on va faire nos boucles. On va faire nos boucles et on va définir I égale 0, inférieur ou égal à 5, et I qui va vers le nord, qui va de manière croissante. Donc là, ça va aller de 0 à 4, parce que c'est strictement inférieur à 5. Donc c'est ce qu'on veut. On aura le dernier indice qui sera égal à 4. Comme je viens de t'expliquer, on commence toujours par 0. Et ensuite, à l'intérieur, on va avoir une deuxième boucle qui sera de J égale à 0, et qui là ira inférieur à 3. Toujours I++. On va juste les ouvrir comme ça, et on va déjà commencer par la boucle I. Donc là, concrètement, qu'est-ce que ça va faire? On va utiliser notre TDI angle de I, donc ce sera d'abord 0, ensuite 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4, pour appeler notre ancienne fonction qu'on a fait dans une précédente vidéo de I, comme ça. On va calculer l'angle du TDI pour l'indice I, pour la timeframe I, qu'on va stocker dans la matrice I. Donc là, pourquoi je le mets pas dans cette boucle-là? Parce que le TDI angle n'a qu'une seule dimension. Donc tu vois. Donc là, d'ailleurs, il faut que je fasse les deux autres. On a 3 moyennes mobiles en tout. On a la rapide, la lente
et celle du milieu, celle qui est de période 34 par défaut. Celle-là, elle est de période 7 et celle-là, elle est de période 2, pour rappel. Et ces trois-là, justement, ces trois-là, on va les mettre à l'intérieur de celle-ci, de cette deuxième boucle à l'intérieur. Et là, tu vas comprendre pourquoi on a besoin des deux indices, parce que là, on va mettre I, là, on va mettre J, et on va faire calculate TDI MA. Notre période, ce sera TDI Fast Period, ce sera nos paramètres d'entrée. Et là, notre indice de time frame, ce sera I, comme pour l'angle du TDI. On va avoir nos 5 timeframes. Et le shift, ce sera J. C'est pour ça qu'on utilise les variables I et J dans la boucle. Donc on pourrait même les appeler timeframe et shift, on n'est pas obligé de les appeler I. Bon, d'ailleurs, tiens, si c'est plus facile pour toi, on peut le faire. Hein. C'est des noms de variables, donc on peut mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre timeframe ici, timeframe. Et ensuite, on va mettre shift. On va mettre shift pour le J. Comme ça, tu vas vraiment comprendre, ce sera très limpide. Voilà, pour que ça aille plus vite, comme d'habitude, on fait toujours le CTRL F remplacer. Bon, celui-là, on peut juste le faire comme ça. Hop, timeframe plus. Comme ça, ce sera plus logique et plus limpide. Après, quand tu progresses, tu n'as pas besoin, mais là, on va le faire. On compile juste vite fait pour voir si tout va bien. On met le petit... Qu'est-ce que j'ai mis? Là, je l'ai oublié celui-là. C'est Shift. Shift comme ça, tout va bien, tout est bon. Toujours vérifier régulièrement que tu n'as pas fait des erreurs, parce qu'après, sinon, 3000 lignes plus tard, oh mince, j'ai fait une erreur de frappe ici. Donc pour t'expliquer tout ça, on va procéder de manière linéaire. Je vais t'expliquer ligne par ligne, comme le ferait l'algorithme. On va étudier ligne après ligne, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans le code. Donc, quand on est à la ligne 319, eh bien, on va commencer notre boucle avec timeframe égal à 0. Donc la prochaine ligne, c'est celle-ci. On aura l'angle du TDI avec la timeframe 0 qui sera calculé. Ensuite, on rentre dans cette boucle-là. Dans la deuxième boucle for, c'est la prochaine ligne 326. Et là, on aura shift égal à 0 et timeframe toujours égal à 0. Tu vois, on est toujours dans la même boucle. Donc on aura notre moyenne mobile rapide qui va calculer timeframe 0, shift 0. Donc on aura notre première valeur. Ensuite, on arrive à cette accolade et on va reprendre ici. On va reprendre la boucle. Sur la boucle for, on va faire une nouvelle itération avec shift qui sera égal à 1 cette fois-ci. Toujours timeframe égal à 0, parce qu'on n'est pas arrivé à cette accolade-là, donc on ne va pas reprendre la boucle, mais par contre shift sera égal à 1. Donc on aura encore une fois cette fonction qui sera appelée, mais cette fois-ci avec timeframe égal à 0 et shift égal à 1. Donc ensuite, on retourne à l'accolade, on retourne au début, on aura shift égal à 2 maintenant, toujours timeframe égal à 0 et shift égal à 2. Donc après la première itération de timeframe égal 0, on aura nos 3 valeurs avec le shift. On aura notre première timeframe de 0 avec nos 3 shifts. Donc là maintenant c'est fini, cette boucle-là est terminée. Du coup, on peut continuer jusqu'à la fin et retourner au début pour avoir timeframe égal 1 cette fois-ci. Donc on va calculer l'angle de la timeframe 1. Ensuite on retourne dans cette boucle-là et cette fois-ci on aura TDI Fast MA de 1 et 0. On refait, on recommence la boucle, ensuite ce sera 1, 1, ensuite 1, 2, ensuite 2, 0, 2, 1, 2, 2, et ainsi de suite, jusqu'à avoir tous, tu vois, ils seront tous faits. On aura rempli nos 15 valeurs. Nos 15 valeurs dans la matrice dont je t'ai montré tout à l'heure seront remplies à la fin de cette boucle. Donc on va tout simplement copier-coller celle-ci, on va copier-coller et ensuite changer pour slow et middle, comme d'habitude. On va faire. C'est pareil hein, pour timeframe et shift, hein, ça faut pas changer. Il faut juste changer ça ici et ça ici, les paramètres, enfin les variables d'entrée plutôt, et pas avoir 2 fois période comme je viens de le faire. Là c'est bon, on compile. Donc là on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour prendre nos conditions, pour vérifier les conditions, pour vérifier les croisements, pour vérifier la tendance, pour vérifier l'angle. On a tout ce qu'il nous faut, on a toutes nos valeurs. Donc ça c'est bien. Tu vois, avec tout ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, etc., les anciennes fonctions, là on va enfin pouvoir vérifier le croisement. Tu vois, d'où l'intérêt de préparer ces fonctions avant, plutôt que de commencer par la condition, plutôt que de commencer par le trade, mieux vaut tout calculer en amont, pour pas tout faire dans la même fonction et avoir des fonctions qui sont trop longues et trop redondantes et pas assez claires. Donc là ensuite, on va créer notre condition, on va coder notre condition dans la boucle for, tu vois, avant la fin de la collade, de celle-ci je précise, de la boucle i, la boucle timeframe, la boucle for shift, elle est terminée. On la termine ici dans cette accolade. Et ici, je vais mettre des lignes comme ça pour délimiter. On va coder notre condition. On va mettre condition ici. On va commencer par coder des conditions if.
pour savoir si le check est vrai ou pas. Est-ce que notre condition d'entrée, on veut la vérifier? Parce que si on ne veut pas, ça ne sert à rien de la calculer. On va juste utiliser de la puissance de calcul pour rien, t'es d'accord? Donc seulement si notre cross-check de i, de notre time frame, est activé, est vrai, donc if cross-check i, on va rentrer à l'intérieur de cette boucle, de cette condition if, pardon, et on va checker notre condition. On va faire pareil ensuite pour trend check et pour angle check. Évidemment, il faut faire pareil pour les trois. Donc là, on va mettre trend check, et là, ce sera angle check. Et nos trois conditions à l'intérieur, on va commencer par le croisement, le plus important. Ce sera une condition if aussi. On va mettre entre parenthèses si direction. Je mets un point d'exclamation. Un point d'exclamation, ça veut dire faux. Parce que direction, je rappelle, c'est un paramètre booléen. On l'a mis tout en haut. C'est un paramètre booléen, soit faux, soit vrai. Donc, si il y a un point d'exclamation avant, ça veut dire que c'est faux. Donc si on a choisi d'avoir un achat, que direction est faux, qui est égal à 0, alors on aura un croisement du bas vers le haut. Et ensuite on fera sinon, ou on aura un croisement du haut vers le bas pour une vente. Donc on va mettre TDI fast MA de I et de le deuxième paramètre, la deuxième dimension, ce sera... Est-ce qu'on l'a mis? Je ne sais même plus. Je vais voir. Je crois qu'on ne l'a pas mis. On va le coder. On va mettre un paramètre pour que ce soit vraiment flexible et qu'on choisisse notre shift. Parce que on peut très bien avoir celui de maintenant et celui d'avant. On va mettre input. La pollution à Bali, c'est un truc de malade. J'ai l'impression d'avoir les poumons qui vont exploser. Pour aller à la salle tous les matins, je marche sur la route où il y a tous les camions, la poussière, c'est un enfer. Mais bon, c'est comme ça, c'est la guerre. Alors, notre TDI shift, on va mettre 0 pour avoir un croisement, ou 1 plutôt par défaut, pour avoir un croisement sur la bougie d'avant, pour qu'en gros, il soit plus ou moins confirmé le croisement. S'il y a un croisement, et après à la fermeture de la bougie, on a effectivement eu un croisement qui n'a pas été revenu en arrière, qui n'est pas revenu en arrière, et bien là, on aura un trade. Donc on va mettre un shift de 1. Donc là, ce sera un shift du TDI, et on va l'appeler dans notre deuxième paramètre, dans notre cross condition. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc là, tu vas en ouvrir les deuxième crochet. On va mettre TDI shift plus 1. Et ensuite, on mettra TDI shift normal pour faire la condition. Donc si TDI fast MA de shift plus 1 est inférieur, strictement inférieur à TDI slow MA de I TDI shift plus 1, et que TDI fast MA de I et de TDI shift, pas plus 1, juste le TDI shift, est strictement supérieur, donc il est passé au-dessus. Je vais faire un espace ici pour que ce soit plus clair. Donc que la moyenne mobile rapide soit passée au-dessus de la moyenne mobile lente, et bien là on aura un croisement. On aura un croisement, donc on va faire I TDI shift, bien sûr. Donc là, strictement inférieur, la moyenne mobile rapide est en dessous, sur le shift I-1, sur la bougie d'avant, et sur la prochaine bougie, c'est passé au-dessus. Donc on a effectivement un croisement. Donc on peut fermer la parenthèse et mettre notre condition, donc ce sera cross condition de I sera égal à vrai. Et sinon, si on n'a pas eu de ça, si tout ça n'est pas respecté, eh bien cross condition sera égal à faux, sera égal false. Donc tu vois, c'est ça. C'est soit on a un croisement, soit on n'en a pas. C'est binaire, tu vois. C'est pour ça qu'on a une fonction booléenne, parce que c'est forcément binaire. Donc là maintenant, on peut copier ça et le mettre pour une vente, ou plutôt on va le mettre à l'intérieur, ce sera plus efficace. On va faire pareil, on va utiliser OU, ce sera plus facile. OU c'est ça, c'est avec les deux barres verticales, tu fais Alt GR et 6, Alt GR, Alt GR, je sais pas comment tu le dis, mais tu fais Alt GR, voilà, tu mets ta barre, ça fait OU. Donc on va mettre entre parenthèses ça, toute notre logique ici, là, tout ça, tout ce qu'on a écrit, tu le mets entre parenthèses, et là, on va passer une ligne, et maintenant, on va ouvrir la parenthèse et mettre direction comme ça, sans le point d'exclamation. Donc ça veut dire que ce sera égal à 1, notre paramètre sera égal à 1, et du coup qu'on veut une vente. Donc là, cette fois-ci, il faudra que la TDI fast MA, la moyenne mobile, soit supérieure, puis inférieure. Donc ce sera exactement pareil, on peut copier-coller en réalité. Je vais copier-coller tout ça et juste changer les directions, les supérieures, inférieures. Donc là, n'oublie pas d'enlever ça, d'enlever le point d'exclamation.
Là, ce sera strictement supérieur, et ensuite, ce sera strictement inférieur. Donc, je vérifie si, je crois que là, il faut une petite, comme ça, tout est bon. Non, c'est pas balancé, il manque une balance parenthesis. On a une parenthèse qui n'est pas terminée. Alors, où est-ce qu'elle est? C'est celle-ci. Celle-ci, tu vois, c'est la même. Celle-ci et celle-ci, c'est la même. Il faut que là, on la clôture ici. Non, c'était pas ça. Ah si, c'était ça. Juste que machinalement, j'ai utilisé i pour cross-check. Mais du coup, c'est pas i, c'est timeframe. Donc on va devoir tout refaire. Enfin, tout changer, tout simplement. Petite erreur d'inattention. C'est ça aussi de faire sans script et tout. J'essaie de te le faire le plus possible de A à Z sans avoir écrit à l'avance. Bon, techniquement, je le connais celui-là. Hein. Je l'ai codé il y a longtemps, donc je le connais par cœur. Mais j'ai pas refait un script parce que je trouve que c'est moins naturel, c'est moins vraiment comme toi tu le ferais, tu vois. Là, j'essaie de me mettre à ta place et de te montrer comment je raisonne, comment je fais mes conditions, tu vois, comment je fais mes boucles, comment je nomme mes variables, tout ce genre de choses, quoi. Comme ça, c'est vraiment un processus de A à Z et tu as une vraie valeur et c'est pas juste moi qui te récite quelque chose, tu vois. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, c'est quand même bien mieux. Donc là, on compile, c'est bon. On n'a aucun problème parce qu'on a mis les bonnes variables. Tu peux faire un petit peu d'espace pour que ce soit lisible. Tu n'es pas obligé. Tu peux compacter si tu aimes bien. Mais là, tu vois, dans tes conditions, tu peux sauter une ligne. Ça coûte rien, ça rajoute pas de mémoire. Hein. Une ligne vide, c'est ignoré par le code. C'est exécuté à une vitesse, c'est la vitesse de la lumière. Il n'y a aucun problème à sauter des lignes si tu veux que ce soit plus lisible. Donc là aussi, petite astuce, si tu veux vérifier que tes parenthèses sont au bon endroit, tu peux mettre ton curseur dessus et tu vois qu'elles deviennent un peu en surbrillance. Tu vois, celle-ci, elle devient un peu en surbrillance. Ça veut dire qu'elles sont liées. Celle-là, elle est liée à celle-ci. Donc c'est facile pour visuellement ensuite voir quel est le scope, quelle est l'échelle, quelle est comment dire, la grandeur de ta boucle, enfin, ou de ta condition. Qu'est-ce qu'elle contient? Quel est l'ensemble qu'elle contient? Voilà. Donc là, tu vois, celle-ci, elle est liée à celle-ci, celle-ci, elle est liée à celle-ci, et celle-ci, elle est liée à celle-ci. Tu vois qu'elle s'illumine. Voilà. Donc ça, c'est bien. Alors, là, par contre, on peut juste supprimer ces lignes-là qui servent à rien entre les accolades. Et là, on va mettre un else, et on va mettre, pareil, cross condition de timeframe, qui est égal à faux. Parce que, techniquement, on n'a pas besoin de le faire, ça. Parce que par défaut, quand on va créer ça, tu vois, notre cross-check, notre cross-condition, tout ça, c'est forcément par défaut faux. Si là, on ne définit rien, ce sera faux par défaut, les variables qui seront à l'intérieur. Donc, c'est du surplus de préciser, sinon, si on ne décide pas d'avoir cross-check timeframe, que cross-condition soit faux. Mais, comme d'habitude, par souci de visibilité, de lisibilité, c'est toujours bien d'avoir toujours un if et un else. Donc voilà pour notre condition de croisement, la première, voilà, c'est ça, c'est fini. Le croisement, là, il tient en 4 lignes. Donc maintenant, on va continuer pour la tendance, pour la condition de tendance. Et qu'est-ce qu'on va faire pour la condition de tendance? On va demander si la ligne du milieu, la ligne de période 34, elle est supérieure à sa précédente ou non. Quelle est la pente, quelle est la tendance de cette ligne du milieu? C'est pour ça que c'est une ligne de tendance, parce que si elle est haussière, si notre croisement est dans le même sens, alors on aura un signal qui sera meilleur. Et si c'est l'inverse, si notre tendance n'est pas dans le même sens, le croisement il sera à contre-tendance, il ne sera pas forcément un bon croisement. Même si il a toutes les autres conditions, il a peut-être les angles, peut-être le bon croisement sur la bonne bougie, etc. Si la tendance n'est pas avec nous, eh bien on peut ne pas vouloir prendre ce trade. Il faut aussi que cette condition soit respectée. Donc à l'intérieur de trend check de time frame, on va mettre une autre condition if, et là cette fois-ci ce sera donc pour direction, pour un achat, ce sera TDI middle MA de time frame et de TDI shift, plus 1 du coup. Ce sera plus 1 ici, il faudra qu'elle soit donc strictement inférieure, et qu'ensuite TDI middle MA de time frame et de shift de maintenant soit strictement supérieur. Donc là pareil, on va mettre entre parenthèses et faire ou pour la vente. Donc là, on va copier-coller et on va changer le sens. On copie-colle sans aucune vergogne pour que ce soit facile. On va faire des petits tabs comme ça. Tu appuies sur tab, tabulation à côté du A pour faire ça. Shift tab pour revenir, tab pour avancer.
Shift Tab pour revenir. Voilà, c'est une petite technique comme ça. Donc là, tu supprimes le point d'exclamation. Et là, il faudra que notre TDI middle MA, notre moyenne mobile du milieu, soit strictement supérieure avant pour une vente. Et du coup, ça crée une pente, tu vois, ça crée une pente descendante ou montante. Et c'est ça notre tendance fondamentalement. Si on veut, on pourrait même aller plus loin et demander les 2 shifts. Il faudrait que les 3 bougies d'affilée soient dans le même sens pour avoir une tendance encore plus forte. Donc ça, si tu veux, tu peux le rajouter. Tu fais comme tu veux, hein, vraiment, c'est ton algorithme maintenant. Donc on va ouvrir notre condition et on va dire, non, du coup, trend condition de timeframe qui sera égal à true, à vrai. Et sinon, else, ce sera faux. Pourquoi je veux mettre cross? C'est trend condition timeframe égale à faux. Là, on va mettre l'accolade sur la bonne indentation. On va fermer cette accolade ici. Et maintenant, tout est bon. Tout est bon pour notre trend condition. On n'a pas besoin de plus. Si on va rajouter le else ici, pour être vraiment rigoureux, on aura trend condition timeframe égale false. Sinon. Et on ferme. Si tu te demandes aussi pourquoi je fais des indentations comme ça, l'indentation, justement, c'est avec tab. C'est comme je t'ai dit. Eh bien, c'est pour que ce soit plus lisible aussi. Et là, en MQL5, tu n'as pas besoin. Tu pourrais le mettre comme ça. Hein. Tu pourrais si tu veux. Mais dans d'autres langages de programmation, l'indentation est nécessaire. Par exemple, en Python, si tu n'as pas la bonne indentation, la fonction ne fonctionne pas. Ça dépend des langages, mais c'est pour que ce soit plus lisible, tu vois, pour que, en gros, tout ce qui est indenté à l'intérieur de la condition else ou de la condition if, eh bien, ce soit reconnu comme ça que c'est dans cette condition. Et ça te crée un petit peu, tu vois, de la verticalité et de l'horizontalité dans ton code. Là, tu vois immédiatement que ça, c'est à l'intérieur du if. Voilà, c'est ça l'idée. Bref, tout ça, c'est bon. On compile pour vérifier. Alors, on a oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'on a oublié? On n'a pas mis de... Qu'est-ce qu'on n'a pas mis? Qu'est-ce qu'on n'a pas mis? Qu'est-ce qu'on n'a pas mis? On n'a pas mis ça. C'est bon. Tout est bon. Alors, maintenant, notre condition d'angle. On va avoir une condition. On va faire direction. Est-ce que... Ouais, on l'a mis. Donc, il faut que l'angle maximum soit respecté et l'angle minimum soit respecté. Donc, il faudra que notre TDI angle de la timeframe soit strictement supérieur à notre TDI angle minimum et qu'il soit aussi inférieur à notre TDI angle maximum. Donc, il faut que TDI timeframe soit strictement inférieur à TDI angle max. Je précise que tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire TDI angle max supérieur comme ça, tu vois, et le mettre entre les deux. C'est vrai que c'est intuitif. On pourrait se dire, comme ça pourrait fonctionner. Il faut que ce soit inférieur à TDI angle et TDI angle mid. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas la bonne syntaxe. Si tu fais ça, ça ne marchera pas. Il faut faire et. Il faut utiliser ça d'abord et en plus ça aussi. Donc maintenant, on va faire pareil comme d'habitude pour le reste, pour l'autre direction, pour la vente. Donc on va copier-coller. Là, on va mettre notre petite parenthèse. Là, on fait 2-3 tabs. On met ici entre parenthèses. On supprime. Et là, quelque chose qu'on va devoir faire aussi, c'est de mettre entre parenthèses moins. Pourquoi moins? Parce que du coup, si l'angle est négatif, si c'est une vente, l'angle sera négatif. Donc il faut qu'on mette moins l'angle maximum. Et là, on va mettre supérieur ou égal. Ce sera mieux parce que angle minimum, ça veut dire inclus. Donc on va mettre minimal. Là, ce sera l'inverse. Du coup, ce sera inférieur ou égal. Et là, ce sera supérieur ou égal parce que c'est un nombre négatif. Donc, on va ouvrir nos accolades et on va mettre angle check de timeframe égale à true, à vrai. Je pense que tu commences à comprendre comment ça fonctionne. En compilant, toujours bien. Je revérifie rapidement que j'ai pas fait de bêtises avec les parenthèses. On va juste voir rapidement. Parce que quand tu as des ou, il faut bien faire gaffe que tout soit entre parenthèses, sinon tu auras des problèmes de précédence, en fait, comment dire. L'algo, il ne saura pas déterminer qu'est-ce qui doit être où. Parce que si tu as des et des ou, il ne peut pas prendre les deux ensemble, tu vois. Là, ce ou là, il va prendre en compte tout ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses.
Donc ça, très important, sinon ça peut faire vraiment n'importe quoi et pas du tout faire la condition que tu veux. Là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc on va continuer, on va terminer ici en faisant else angle check, non du mince, c'est pas check, c'est condition. Condition de time frame est égal à false. Est-ce que je l'ai fait avant? Non, j'ai mis condition, c'est bon. c'est bon. Là, on va clôturer notre else. Ça, je vais le mettre bien indenté. Hop. Et du coup, condition, tout va bien dans le meilleur des mondes. On compile. On va mettre notre dernier else ici pour angle condition de time frame. Non, pas enum. Time frame égale... Oh là là, je commence à faire n'importe quoi. Ça y est, je déraille. Je déraille, les amis. Qu'est-ce qui se passe? On ferme tout, on compile, tout va bien, c'est bon. Donc je vais récapituler. Ou alors non, je vais plutôt finir la fonction d'abord, et ensuite récapituler. Ce sera plus facile. Donc là, on reste toujours dans notre condition, dans notre boucle for, dans la première, dans la boucle i, parce qu'on va toujours avoir besoin d'avoir la boucle timeframe, je veux dire, pas i timeframe. Donc là, on va faire notre somme, on va sommer nos conditions. Parce que les checks, on les a déjà sommés avant de rentrer dans la boucle, mais nos conditions, on ne les a pas sommées encore. Donc il faut qu'on les somme dans cette boucle-là. Donc comment on va faire? On va utiliser notre condition sum, et on va l'ajouter, on va faire plus égal, ça veut dire pour ajouter à, et on va ajouter à cross condition de timeframe. Donc là, tout simplement, à chaque itération de la boucle, donc on sera 0, 1, 2, 3, 4, eh bien on ajoutera le résultat de la condition à cross condition sum, à la somme. Et ensuite on comparera la somme de la condition et la somme du check. Si c'est la bonne, si c'est égal, eh bien il y aura un signal. Donc voilà, c'est génial. On va faire pareil pour le trend et pour le angle. Donc allez, si ça veut bien, tout est bon. On va mettre trend ici, on va mettre angle ici. Pareil là et pareil là. Donc maintenant, on va pouvoir enfin faire notre signal. On va faire une dernière condition if en sortant de la boucle for, en dehors de cette accolade. On va faire if cross check sum. L'addition de notre vérification de croisement est égale à cross condition sum. Donc là, notre signal. Et également que notre trend check sum est égal à trend condition sum, notre condition. Et également, en passant les lignes, que notre angle check sum est égal à notre angle check condition, non, condition sum, et bien là, on va return enfin quelque chose. On va return true. On va return vrai, mais sur toute la fonction. Ça, c'est la fin de la fonction, tu vois. Arrivé après avoir fait tous ces calculs, on donnera le résultat de la fonction qu'on aura appelée ensuite dans la fonction onTake, bien sûr. Donc là, on va supprimer ça. Et sinon, si ce n'est pas respecté, eh bien, on va return false. Donc, alors, je vais te montrer une petite astuce aussi. Tu n'es pas obligé d'avoir ça, comme ça. Si tu as une seule ligne, tu n'es pas obligé. Là, c'est exactement pareil. Faire else, return false, sans ouvrir les petites accolades. Mais généralement, par convention, on ouvre les accolades pour que ce soit plus logique et plus rapide à voir. Tu vois, là, tu sais instantanément que c'est à l'intérieur. Donc là, voilà, c'est mieux de le faire. Mais je te le dis comme ça. Petite anecdote. Bref, alors, on va compiler. Là, il y a eu un gros morceau quand même. Et encore, t'as pas tout vu. Après, on va faire des probas, donc ce sera encore plus compliqué. Mais déjà, là, je pense que si t'es un parfait débutant, c'est peut-être un petit peu gros. Donc, on va revenir tout au début et je vais tout récapituler. Donc, on commence la fonction en créant 3 matrices booléennes qui vont stocker nos conditions de croisement, de tendance et d'angle. Et ensuite, on déclare nos variables pour additionner celles-ci. Additionner qu'on le fera dans la boucle après. Ensuite, on crée des matrices qui vont additionner, enfin, qui vont contenir toutes nos variables d'entrée, croisement, tendance et angle, et on les somme. Donc là maintenant, on a 2 jeux de somme et de matrices. Ensuite, on va déclarer nos variables pour les valeurs qui prendront les fonctions qu'on a fait dans d'autres vidéos, dans les vidéos précédentes, à savoir l'angle du TDI et les valeurs de la moyenne mobile du TDI, des moyennes mobiles du TDI.
Et là, on va rentrer dans une boucle i, dans notre première boucle avec la variable timeframe qui va de 0 à 4. Donc il y a bien 5 valeurs, 5 timeframes, et il y a une sous-boucle, une boucle intégrée, le shift, qui va de 0 à 2. Donc on a bien 3 valeurs aussi pour 3 shifts, pour 3 bougies. Ici, on a notre TDI angle qui est une matrice unidimensionnelle, donc on le met à l'extérieur de cette boucle-là, à l'intérieur de la boucle I, la boucle timeframe, qui va calculer l'angle du TDI. Et à l'intérieur de cette boucle-là, on va calculer la moyenne mobile rapide, la moyenne mobile lente, la moyenne mobile du milieu, avec nos fonctions, et avec le timeframe et le shift. Donc ça, je t'avais expliqué que ça remplissait tout avec les boucles qui font linéairement première itération, puis seconde, puis première, puis seconde, etc., etc. Ensuite, on a notre condition à l'extérieur de la boucle for, shift, mais pas à l'extérieur de la boucle int timeframe. Parce que notre condition doit être respectée par timeframe. On a 5 timeframes où on respecte une condition. Donc, si on a demandé à checker notre cross-check timeframe qui est dans notre variable d'entrée est vrai, que notre variable booléenne est vraie, alors on rentre à l'intérieur de cette condition if et on va checker la condition. Sinon, alors notre condition de timeframe sera fausse. Il ne peut pas y avoir de condition sur cette timeframe-là si on ne veut même pas la vérifier. Donc si on veut la vérifier, si c'est un achat, si on a point d'exclamation de direction, donc il sera égal à 0 ou faux, ce sera un achat, il faut que notre variable, notre moyenne mobile rapide, soit d'abord inférieure à notre moyenne mobile lente et ensuite à la bougie d'après supérieure. Donc c'est pour ça qu'on a TDI shift plus 1 avant et ensuite TDI shift juste normal qu'on choisira dans les variables d'entrée. C'est l'inverse pour une vente, il faut d'abord que ce soit au-dessus puis en dessous pour avoir un croisement baissier. Et si une des deux est respectée, en fonction de notre paramètre, alors notre cross condition de notre timeframe particulière sera vraie. Notre condition sera respectée. Sinon, ce sera faux. Et c'est la même logique pour les deux autres, pour la tendance et pour l'angle. Ce n'est pas les mêmes conditions. Là, middle EMA doit simplement être inférieur à la middle EMA de maintenant, à notre moyenne mobile de maintenant du milieu, et inversement pour la vente. Notre condition sera vraie, sinon elle sera fausse. Pour l'angle, il faut que l'angle soit supérieur au minimum, inférieur au maximum, et inversement pour la vente, il faut que ce soit inférieur à l'inverse, enfin à moins l'angle minimum, moins l'angle maximum. Et ensuite, on va sommer nos conditions. Donc concrètement, si on a un croisement sur une timeframe et deux tendances respectées sur deux timeframes, mais que dans nos variables d'entrée, on a décidé d'avoir un check de 3 tendances, eh bien on n'aura pas de signal, parce qu'il faut que ce soit absolument égal. Il faut que le nombre de checks soit exactement égal à la condition, au nombre de conditions qui sont respectées. Si ce n'est pas le cas, pas de signal. Si c'est le cas, on return vrai, sinon on return faux. Donc voilà toute notre fonction. C'est une belle fonction, elle est un petit peu longue, en réalité on pourrait la raccourcir. Typiquement ce qu'on pourrait faire, c'est demander en paramètre carrément si on veut cross ou si on veut la trend. Si on veut, tu vois, cross ou trend, on pourrait le mettre en paramètre. Ça c'est exactement ce qu'on pourrait faire, mais bon, ça économise des boucles aussi, de ne pas le faire comme ça. Là, dans cet algorithme spécifique, on sait très bien qu'on va avoir besoin de checker la tendance, l'angle et le croisement. Donc ça sert à rien de le mettre en paramètre, on sait qu'on va faire les trois. Autant les mettre dans la même boucle et exécuter une seule fois la boucle pour économiser du temps de calcul. Mais après, si dans le futur tu fais un algorithme où tu n'as pas besoin de tous les faire, eh bien c'est mieux de faire un paramètre pour justement avoir des fonctions qui seront plus petites. Alors je pense pour terminer la vidéo, je vais te montrer comment ça fonctionne déjà. On va aller dans la fonction onCheck et on va imprimer notre fonction. On va faire print et on va mettre check trade signal. Avec direction, on va mettre 0, juste comme ça. Et tu vas voir que ça va l'imprimer. Ça va imprimer faux, 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 faux. Et quand il y aura un croisement, ça va imprimer vrai. Donc on va aller sur MetaTrader, tu vas dans le visualiseur de stratégie, dans voir cadre stratégie, CTRL plus R, tu actives le mode visuel, tu choisis ton algo, comment tu l'as appelé, et là tu vas aller dans placement. Donc là on a toutes nos variables d'entrée, et tu vas choisir le croisement, on va mettre la TDI 4, timeframe 4e, donc là ce sera du coup D1, on peut mettre aussi H4 si on veut, hein. Là du coup ça fera qu'il faudra qu'on ait les deux croisements en même temps. Donc on va en choisir qu'un pour le moment. On va mettre le TDI 3. On fait démarrage, et tu vas voir que dans le journal, quand il y aura un croisement, ça va afficher true. Tu vois, on en a vu un passer, il y a eu un croisement. Là c'est faux à chaque tick du marché, et on n'a pas. Pour l'instant, voilà, on attend, jusqu'à ce qu'il y en ait un. Et quand il y aura un croisement, là tu vois, on l'a vu passer,
eh bien, ça prendra un trade, tout simplement. C'est ça l'idée. Donc on peut faire un deuxième test si tu veux. On peut rajouter par exemple des tendances sur toutes les timeframes. Si on fait ça, là, ça va nettement diminuer la fréquence de trading parce que du coup, il faut que toutes les conditions soient respectées sur les 5 timeframes. Du coup, s'il y a un croisement, mais il suffit qu'en M15, la moyenne mobile ne soit pas inférieure, du coup, ça prend jamais de trade, tu vois. Et ça, c'est un des défauts de cette stratégie, c'est que la fréquence est vraiment faible. Il n'y a pas beaucoup de trades qui sont pris. Quand on fera du backtesting, je te montrerai le nombre de trades, etc. On fera un peu des ajustements en fonction des timeframes, etc. Je te montrerai vraiment comment ça marche, enfin, comment je l'utilise moi en tout cas. Alors, on ne fera pas d'optimisation, je précise, parce que c'est pas le genre d'algo que tu peux optimiser, parce que les stop loss et les take profit sont fixes, sont sur des stop loss, enfin sur des niveaux de prix fixes sur les points pivots. Donc tu peux pas optimiser un signal comme ça. C'est pas quelque chose où tu peux faire du walk forward, c'est pas quelque chose où tu peux faire de l'optimisation sur des jeux de données différents. C'est un signal unique qui existe tel qu'il est et qui n'est pas optimisable. Donc ça aussi, c'est un gros défaut de cette stratégie, mais qui n'est aussi pas tellement un défaut parce que du coup, tu évites la suroptimisation. Tu évites le surentraînement, justement, le fait de trop entraîner, de basculer dans la suroptimisation sur ton jeu de données. Bref, voilà, je supprimais cette ligne-là. On compile comme toujours pour vérifier qu'il n'y a aucun problème. Normalement, il n'y a aucun problème, on a fait tout ce qu'il faut. On a notre signal, c'est bon, on va pouvoir prendre des trades. Dans la prochaine vidéo, on va coder les probabilités pour savoir quand est-ce qu'on prend un trade. Il faut que ce soit une bonne proba, sinon c'est pas bon. Donc comment on va faire des probas? On va faire avec la distance entre les points pivots. Donc ça va être génial, donc abonne-toi pour pas rater celle-là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle était assez claire, j'espère que je suis pas allé trop vite cette fois-ci. Si t'as aimé la vidéo, si t'es motivé pour la suite, abonne-toi, mets un j'aime à la vidéo, mets un commentaire, dis-moi ce que t'en penses. Là ça commence à devenir vraiment concret, on va bientôt avoir un algorithme qui fonctionne réellement sur les marchés. La suite arrive vite, mets les notifications pour pas la rater. C'était Brieux, je te dis à la prochaine.